Octobre 2001, au quartier de la Grange-Belle, dans le 10e arrondissement. C'était une fraîche après-midi d'automne, à un cours de PS. J'étais en CE1. Alors mes camarades enchaînaient les tours de piste, mais moi je boitillais encore sur le premier. Je souffrais le martyre à chaque pas, la fatigue d'un marathonien dans le corps d'un enfant. Comme un symbole, je tombe. C'est fini, me dis-je tout bas. Innocemment, j'espérais qu'un super-héros, que je ne ratais jamais à la télévision, ou une intervention divine, me vienne en aide, mais pas cette fois non. Jambes en coton, corps en carton, mon rêve de devenir Zinedine Zidane, comme tous les gamins à mon âge, échoue donc, froidement. C'est donc une nouvelle vie, un nouveau rapport que je dois apprivoiser avec mon fauteuil roulant. Tout est trop haut à présent. Mon Nutella préféré, mon jus de pomme, ou encore mes tartines préférées. Alors, je développe un nouveau rapport avec un autre objet, la lecture n'étant pas trop dans les habitudes de la maison, la télévision. Bizarrement, cet objet me fascine et je me fais donc un programme. TF1 l'après-midi, France 2 le matin, entrecoupé par des débats politiques, des matchs de foot, bref. La télévision a ce pouvoir d'envoûtement sur moi et elle ne me quittera jamais. L'homme qui a clairement fait naître ma vocation de journaliste, c'est Thierry Ardisson. Alors Thierry Ardisson, au début du XXIe siècle, j'aime bien dire cette phrase, il présentait Tout le monde en parle, une émission, un talk show, qui passait tous les samedis, en deuxième partie de soirée. Et cette émission me faisait rêver. Voilà, tous ces artistes, ces philosophes, ces acteurs qui venaient présenter leurs œuvres, m'ouvraient d'autres horizons, à chaque fois avec Laurent Baffy qui faisait des vannes, qui me faisait délirer. D'ailleurs, le lendemain, je m'amusais toujours avec deux peluches, un Batman qui représentait Thierry Ardisson et une peluche, un ours, qui faisait Laurent Baffy, je les faisais dialoguer, tous les deux. Et je me suis dit, cette culture de l'interview, cette méthode, me fascinait et me donnait vraiment envie de continuer. Le véritable tournant a eu lieu le jour de mes 10 ans. Ma maman me disait, Yanis, c'est quoi ton vœu? Je lui dis, mais non, je ne vais pas te le dire, sinon mon vœu ne s'exaucera pas. Je lui dis, mais dis-le-moi vraiment, Yanis, dis-le-moi. Et là, je lui dis dans l'oreille, maman, je rêve d'être journaliste, sportif, commentateur, pour que ce que je ne peux pas transmettre en étant footballeur, eh ben, je vais faire ressentir mes émotions aux gens qui me regarderont et qui m'écouteront. Elle me disait, tu seras ma tête et je serai tes jambes. À deux, on va essayer de faire en sorte que tu deviennes journaliste. On va essayer. Et cette phrase-là de ma mère, ce duo qu'on a formé par la suite, a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, parce que je lui dois tout, et je n'aurais rien fait sans elle. C'est pourquoi tous les matins, encore aujourd'hui, je lui remercie encore de tout ce qu'elle a fait pour moi. Par la suite, j'aurai une scolarité normale, j'ai eu un bac littéraire, j'ai étudié ensuite dans cette maison, en droit, en information, communication. Et parallèlement à ça, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie. Celle avec Grégoire Margoton, la voix des Bleus, qui travaillait auparavant à Canal+, que j'ai rencontré un soir de match au Stade de France, en tribune présidentielle. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à pénétrer là-dedans, c'est inavouable. Et Grégoire, justement, j'ai dû le saouler pendant 1h30 de blagues lourdes et inutiles. Je pense qu'il a dû prier tous les dieux du monde, de l'univers, pour que ce match se termine au plus vite, pour se séparer de moi. J'ai quand même réussi à l'attraper à la fin en lui disant « Excusez-moi, monsieur, vous n'avez pas un stage pour moi à la rentrée ?» Et là, il me tend sa carte et me dit « Rappelle-moi, à la fin de l'été, on verra. »
Alors bien souvent, pour les gens qui sont familiers du monde des médias, on verra veut dire non. Voilà, très clairement, ça veut dire non. Mais j'ai quand même tenté de le relancer encore en septembre. Et la belle histoire à Canal, elle a commencé comme ça. Par d'abord des petits montages, ensuite des petites interviews, des petits micro-trottoirs, par la suite de plus grands reportages. Et Canal m'a donné ma chance. Et je pense que c'était pas évident pour eux de mettre à l'écran une personne handicapée. Mais j'ai toujours eu ce leitmotiv, car c'était mon rêve. Et je n'avais pas le droit de décevoir tous ceux qui m'ont fait confiance. Et surtout, j'ai toujours refusé l'autocensure. L'autocensure, car c'est un fléau encore plus grave que la discrimination, car c'est une barrière qu'on se fixe soi-même finalement. On s'empêche soi-même de faire de grandes choses. Et il y a eu cette notion par la suite de give back, de rendre aux autres ce qu'on m'a donné, de donner aux autres, vraiment. Et comme par hasard, en début d'année dernière, l'UEFA m'a contacté car il cherchait des jeunes journalistes pour commenter l'Euro 2016 pour les personnes aveugles. Sur le principe, j'ai trouvé ça génial, car ça faisait directement écho aux vœux que j'avais faits quand j'avais 10 ans, quand j'avais dit à ma mère « Maman, je veux transmettre des émotions ». Et c'est ce que je fais plusieurs week-ends par an, commenter des matchs et décrire des actions, transmettre ce que je ressens en voyant un match de foot à des personnes aveugles. Finalement, je me suis toujours dit, à défaut de pouvoir courir aussi vite que les autres, je vais tenter de réfléchir aussi vite, voire plus vite que les autres. Mais il a fallu pour cela être fort. Ça m'a forgé un mental d'acier. Et j'ai toujours cru en l'école de la République, en la méritocratie, à condition d'en faire 2, 3 à 4 fois plus que les autres, en me disant toujours que la victoire en serait que plus belle. Enfin, un jour, en intervenant dans un collège de ZEP, dans une classe, un jeune homme me dit « Oui, mais Sciences Po, c'est pas fait pour moi. » Alors, pour y avoir étudié et avoir été diplômé de cette grande école, je lui dis « Mais t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit parce que dans le mot impossible, si tu décomposes ce mot en anglais, t'as I am possible. » Alors il ne comprenait pas trop, mais je lui ai dit que les ressources, il les avait en lui, finalement. Qu'en se motivant, qu'en croyant que c'était possible, qu'en étant persuadé que cela était possible, il allait pouvoir y arriver. Et tant pis s'il allait rater, il allait retenter quelque chose d'autre. Mais au moins, il sera allé jusqu'au bout de son rêve. C'est pour cela que, si j'avais quelque chose à vous transmettre, ce serait d'oser dévoiler vos talents, d'oser entreprendre. Soyez les entrepreneurs de vos rêves, car il n'y a rien de plus beau que de réussir. La semaine dernière, j'ai créé une association avec Nawel Bellour, que j'ai rencontré dans cette université, qui s'appelle l'ascenseur social. L'ascenseur social parce que le mien était coincé au sous-sol quand j'étais jeune, et malheureusement il était en panne. Et en fauteuil, c'est un peu difficile de monter les escaliers. Donc j'ai attendu qu'il soit réparé pour monter et ensuite commencer ma vie, ma carrière. Alors, avant de partir, j'aimerais vous laisser sur cette citation de Mohamed Ali qui disait « Impossible n'est pas une fatalité, c'est un défi. » Alors, je vous le demande à vous ce soir, relevez ce défi. Je vous remercie.